Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter, ce soir, ce voyage, un peu à part, entre culture, bien-être, spiritualité et tradition vivante. Et c'est pourquoi ceci combine évidemment la découverte, des sites, touristiques, emblématiques, c'est la base, mais on y ajoute, des rencontres avec des populations locales. Ça, on essaie toujours de le faire. C'est peut-être finalement une des choses les plus difficiles. Par contre, nous avons beaucoup développé les ateliers pour prendre soin de son corps, de son esprit et je vais vous en parler, dans quelques instants. Et cela, n'est possible que, si l'on est en petit groupe. Donc, ces voyages sont limités à 15 personnes, maximum, ce qui permet, l'immersion, et une authenticité, culturelle dans le voyage. Il va de soi que, Émilie vient de le dire, l'accompagnement, et les conseils d'un guide animateur sont, indispensables, ainsi que la présence d'un accompagnateur, d'une accompagnatrice, moi-même qui suis conférencière. Là, vous voyez, je suis, de dos, en couleur foncée. À côté de moi, à droite, il y a une des personnes du groupe et je ferme la marche du groupe qui se trouve, un peu devant. Donc, une quinzaine de personnes avec un guide et une accompagnatrice conférencière, tous 2 bienveillants, expérimentés, facilitent grandement le bon déroulement du séjour. Pour expliquer l'itinéraire, je voudrais situer vraiment très rapidement la vallée de Katmandou, en commençant par, vous montrer la structure géologique du pays. Vous voyez cette carte, extrêmement schématique, elle, vous montre que le pays s'organise en 5, 4, 5 bandes longitudinales parallèles, d'altitude décroissante. C'est ça qui est important. Ça forme comme une sorte de grand escalier de 5 marches assez irrégulières, c'est vrai, qui correspondent à chaque fois à une grande région naturelle et surtout à une hauteur, à un dénivelé différent. Donc, tout en haut, au nord-ouest, eh bien au nord-est pardon, c'est la chaîne himalayenne. Je vous rappelle que sur les 14 sommets, de la Terre dépassant les 8 000 mètres, il y en a 9 qui sont situés au Népal. Depuis alors je suis désolée, mais vous ne voyez pas ma flèche, mais vous verrez peut-être, au centre, les noms Annapurna. En fait, c'est un massif, il y a plusieurs Annapurna qui culmine à un peu plus de 8 000 mètres et vous pouvez aller jusque vers la droite avec, l'Everest à 8 849 et même encore plus à droite, aux confins, à la pointe, droite en haut du pays, on a, le Kanchenjunga qui fait, 8 586 mètres. L'Everest étant le sommet, le Kanchenjunga le troisième après le K2 et puis, les Annapurna, viennent ensuite. Mais plus que cela, il faut comprendre que toute cette partie en violette constitue à peu près enfin rassemble à peu près une centaine de sommets, plus d'une centaine de sommets, d'altitude qui dépasse 7 000 mètres et qui forment comme une muraille géante entre le Népal et le Tibet. C'est une carte très schématique. On va aller voir de plus près cette autre carte et juste au pied de cette, chaîne himalayenne, eh bien, c'est le plateau népalais. Le plateau népalais qu'on ne devine pas bien, donc je vais passer rapidement parce que juste au-dessus de ce plateau népalais, il y a encore une chaîne de montagnes. Vous voyez où est situé Katmandou? Katmandou est sur ce plateau népalais et juste en dessous de Katmandou, vous voyez une bande en arc un peu marron. Eh bien, ça, c'est une autre chaîne de montagnes qui fait que pour accéder au sud du pays, à la partie verte, eh bien, il faut passer encore des montagnes.
La hauteur du plateau est élevée, hein, c'est 4 570 mètres en moyenne, entrecoupé de bassins fertiles, dont le plus vaste est celui dont je vais parler maintenant, la vallée de Katmandou, entre 1 300 et 2 000 mètres à peu près. C'est la partie la plus riche du pays, là où se trouvent les plus grandes villes. Cette vallée de Katmandou fait un quart de la superficie du pays et elle regroupe la moitié de la population. C'est un climat tempéré, vous pouvez être étonné qu'on y aille au mois de décembre. Eh bien, en fait, il fait en général beau dans la journée, il pleut pas beaucoup, c'est pas la saison. Beau dans la journée et si vous voyez beaucoup de neige sur les sommets, par contre, il n'y a jamais eu un flocon de neige dans la vallée de Katmandou. C'est tout à fait, protégé, d'une part par cette barrière qui est là et d'autre part par la montagne qui se trouve juste, au sud de Katmandou et qui fait quand même, 3 000 mètres là. Ensuite, après cela, on continue vers le sud avec cette partie un peu plus jaune où commence à, pousser la forêt vierge et aussi, commencent à disparaître, les sommets. On est entre 200 et 1 500 mètres de haut et puis la partie verte ou la partie jaune la plus claire, c'est la plus au sud, c'est le Terrail qui fait 100 mètres d'altitude moyenne. Vous voyez, c'est très, très bas et en fait, ça signifie qu'on n'est plus du tout dans le même milieu géologique. On est dans une terre d'alluvions qui forme le piémont de la grande plaine du Gange. Vous voyez le Gange qui est juste en dessous, donc on est en territoire gangétique, pratiquement indien et ce relief très accidenté pose problème parce que, le pays est très mal relié à sa capitale, Katmandou, en particulier le Terrail. Eh bien, c'est très difficile, d'y accéder à cause de ces chaînes de montagnes et parce que les routes sont très, très mauvaises, au Népal et même si vous regardez un peu plus à gauche, dans la partie où il est écrit Lumbini, c'est, une autre partie, du Terrail. Lumbini, c'est le lieu de naissance de Bouddha. Eh bien, on ne peut pas y aller parce que ça serait vraiment, très long. Il y a, un seul aéroport international au Népal, avec quelques liaisons aériennes intérieures peu nombreuses, mais elles sont réservées à la population locale, aux hommes d'affaires qui ont besoin de se déplacer rapidement. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a un énorme dénivelé entre le nord de pays qui est à 8 850 mètres pratiquement, jusqu'au sud qui est à 60 mètres seulement sur 250 à 300 kilomètres de large. Ça signifie que, les routes vont avoir du mal à suivre et malgré la petitesse du territoire, eh bien, les routes ont du mal à suivre, oui, voilà, je voulais vous montrer, ce sont des photos, presque toutes les photos que je vous montre sont celles qui ont été prises lors du dernier voyage et pour aller vers le sud, on a pas fait des heures d'autocar parce que malgré la courte distance, eh bien, il y a des travaux et des travaux en permanence pour une raison, très évidente, c'est que, comme je vous disais, cette partie sud, elle est beaucoup plus proche de l'Inde que de Katmandou. Les Indiens y vont très facilement, surtout en pèlerinage à Lumbini, le lieu de naissance de Bouddha et par conséquent, il y a un peu un sursaut national de la part du Népal qui veut absolument, accélérer les travaux routiers de manière à désenclaver, ces régions, les relier plus facilement à la capitale pour qu'elles n'excitent pas trop, la convoitise, du grand voisin, plus au sud. Donc cela, vous explique, ces routes, ces longs trajets et ces difficultés à, faire sortir ce circuit de la vallée de Katmandou.
Et malgré la petitesse du territoire, on compte 8 parcs nationaux, 4 réserves naturelles qui couvrent tout de même 8 de la surface totale du pays, qui ont été, créés pour, protéger les espèces, menacées, très variées, surtout dans les zones les plus chaudes et humides. Il y a, paraît-il, des tigres et des léopards. Nous avons eu beau aller, dans ces réserves au sud, nous n'avons pas vu. Nous avons vu un rhinocéros, on l'a photographié sur toutes les coutures parce qu'il n'y en avait qu'un. On a deviné la famille du rhino, dans les broussailles, mais on n'a pas vu, les autres. Il y a aussi, des crocodiles, beaucoup d'oiseaux, et dans les parties froides, l'ours, ours, yak, sur les pentes montagneuses, bien sûr. Alors la vallée de Katmandou, c'est un bassin fertile qui fait à peu près 600 kilomètres carrés. Ça veut dire que c'est très petit, hein, c'est entre 25 et 25 sur 30 kilomètres à peu près. Non, 20 sur 30, oui, 20 sur 30. Cette vallée est à peu près à 1 300 mètres d'altitude moyenne, avec, la capitale qui fait 1,5 million d'habitants. Et qui est une des 3 anciennes villes royales de la vallée, avec Patan. Vous voyez Patan juste au sud de Katmandou. Hem, au Népal, on a des difficultés avec les noms parce qu'on a souvent le nom occidental, le nom tibétain et le nom en népalais. Katmandou a eu la chance d'être préservé de cela. Par contre, Patan s'appelle aujourd'hui Lalitpur. C'est la troisième ville du pays. Elle fait 221 000 à peu près habitants. Elle jouxte Katmandou au sud. Vous voyez, il y a la rivière Bagmati qui sépare, l'ancienne capitale royale de la nouvelle capitale royale. Et il y a une troisième ville royale qui se trouve plus à l'est, vous la voyez, c'est Bhaktapur qui fait 82 000 habitants. Vous voyez la différence considérable, hein, entre, ces villes, au niveau démographique, hein. Bhaktapur, c'est un village quand Katmandou, est en fait la seule vraie grande ville du pays, puisque les autres, c'est plutôt dans les, 200. On a ici, donc vous voyez sur la carte, Katmandou. Désolée, vous ne voyez pas ma flèche, et si vous regardez un peu sur la gauche en prenant la route, en montant légèrement vers les Annapurna, vous avez la ville de Pokhara. Pokhara, c'est la deuxième ville du Népal, mais on reste encore dans, une démographie, modeste, hein, Pokhara, c'est, 260 000 habitants. Il y a rien entre 1,5 million et 260 000, habitants, et Patan étant la troisième ville presque à égalité avec Pokhara. Pourquoi à cet endroit-là, alors qu'on est en train de sortir de Katmandou et qu'on s'aventure en territoire montagneux, pourquoi, est-ce que cet endroit est la deuxième ville du pays? Eh bien parce que c'est le camp de base pour, les gens qui veulent faire des treks, hein. C'est le point d'entrée dans le grand tour des Annapurna. Il y a un célèbre trek là, qui est là, tout autour. Et cette vallée, elle a une richesse énorme sur le plan patrimonial, une densité exceptionnelle de monuments. Vous voyez les petites taches noires répertoriées ici autour de Katmandou, puisqu'il y a 7 sites UNESCO. À ma connaissance, d'ailleurs, il n'y a que 8 sites UNESCO au Népal. Le huitième, c'est à gauche de Katmandou, à gauche un peu plus bas, Lumbini, le lieu de naissance de Bouddha. Sinon, il y a, vous voyez, les petits signes qui indiquent, qu'il y a des choses intéressantes à voir, mais ce sont, en général, simplement, si je puis dire, des lieux de pèlerinage, pas des sites protégés, par l'UNESCO. Parce qu'au total, il faut, ajouter que dans la vallée, on compte à peu près, 2 700 temples et monuments, ce qui n'est pas rien, et vous verrez tout d'après mes photos, tout au long du voyage, ce que l'on voit, c'est le matériau récurrent, la brique, rouge avec, le bois sculpté.
sous forme de pagodes et de stupas avec, souvent, des toits doubles ou triples qui sont plus larges que la partie tout en bas et qui est reliée, les toits sont reliés à cette partie basse par des grands étais en bois qui sont souvent, sculptés, et tout ça donne le ton au paysage tout entier. Et dans les centres-villes anciens, c'est comme cela aussi, c'est la brique avec le bois tout en haut, avec les encadrements de fenêtres et les portes basses, et les trottoirs, même pas les trottoirs, les chaussées sont en briques, appareillées en arêtes de poisson comme celles que vous voyez, là. Ça, c'est le paysage habituel du Népal. Alors quand, on arrive, eh bien, on commence par les visites de Patan et de Katmandou. On commence en général par Patan, mais on loge à Katmandou. On passe, 3 nuits à l'hôtel Shambhala qui est proche, du centre, qui est un hôtel très apprécié pour sa piscine sur le toit avec, sa vue imprenable sur Katmandou et l'Himalaya. Comme je vous le disais, on est au cœur de l'ancienne royauté, népalaise, heu qui sont centrés, autour de leur place, du Darbar. C'est très difficile de savoir comment l'écrire. Les Anglais disent Durbar Square, mais nous, ça serait plus logique de dire place, du Darbar, de Durbar. Le Durbar, c'était la salle d'audience royale. C'est là que les rois du Népal y étaient couronnés, et c'est là aussi qu'ils ont tenu une cour jusqu'en 1886, et ces places regroupent, donc là, il s'agit du centre-ville de Patane qui est le plus beau des 3, hein, de ces ensembles royaux. Il regroupe des temples, des palais, je répète, protégés par l'UNESCO, briques rouges, bois sculptés, comme je vous l'ai dit. Je rentre pas dans les détails et je ne fais pas une conférence monumentale maintenant, je présente juste le voyage. Voilà, ça vous donne une idée aussi, hein, de la beauté de ces monuments. Et vous constatez les échafaudages sur la droite et puis le caractère un peu neuf peut-être du monument et du socle. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu cet important séisme de 2015 qui a, mis en bas, énormément de monuments, qui ont été, reconstruits. Comme ici, le Palais Royal, c'est le Palais Royal de Patane, briques, bois, vous voyez, avec, des sculptures magnifiques. C'est la cour intérieure de ce palais qui a été entièrement reconstruit. Tout était, descendu. Voilà, je ne conseille jamais je ne vous conseille jamais de monter dans les combles, mais c'est vrai que c'est tentant pour les photographes. Ça permet, de faire, quelques belles photos. La cour intérieure avec, son bassin, central, et puis, on marche, dans les rues. Ce sont souvent des stupas petits. Alors il y a peu de visites intérieures. En général, les visites intérieures, c'est seulement les palais. Dans les 3 villes royales, ce sera, comme ça. Sinon, on tourne autour des monuments. C'est d'ailleurs le rôle des stupas. Même, certains temples, celui-ci est dédié à Bouddha, c'est le temple d'or de Patane. Il a la taille d'une niche, hein. C'est une très petite niche, mais avec, d'une part un encadrement de bois magnifique, et surtout, un décor, doré, des plus remarquables. Donc je viens de vous montrer les principaux, monuments et l'environnement général de l'ancienne cité royale de Patane, Lalitpur on dit aujourd'hui, et puis, ensuite, on visite celui de Katmandou. On ne le fait pas le même jour parce que, on s'en mêlerait peut-être un peu trop, et là j'ai réussi à trouver pour Katmandou, le plan de tous ces monuments de la place d'Urbar. Alors il y a des monuments dont on visite l'intérieur, comme ici, l'ancien palais royal, on visite quelques salles, mais la plupart du temps, ce sont des stupas autour desquels, on tourne, et des stupas qui peuvent être très, très petits, des monuments, mais c'est un ensemble très attachant,
qui a subi aussi le séisme évidemment, hein, comme à Patane, avec des reconstructions qui sont quelquefois un peu voyantes, mais bon. S Dans la vallée de Katmandou, alors vous savez certainement que le Népal est un pays, ethnique très important, et l'ethnie, majoritaire de la vallée de Katmandou, c'est, l'ethnie Newar, et vous voyez là, à droite, des femmes Newar dont le vêtement est rouge et noir. L'écharpe blanche qu'elles ont sur l'épaule montre simplement qu'elles vont assister ou qu'elles viennent d'assister à une cérémonie, bouddhiste ou hindouiste, hein, dans un temple ou à un endroit dédié, pour cela. On reconnaît tout de suite les monuments de Katmandou à la présence des pigeons. Je ne sais pas pourquoi il y en a tant à Katmandou et pas à Patane. Donc très photogénique, pour cela, avec, donc voilà les fenêtres du palais royal, avec toujours leurs animaux, gardiens, et les fenêtres avec une cour intérieure comme à Patane, et ici la décoration sculptée extrêmement élaborée de l'intérieur de l'ancien palais royal de Patane. C'est dès l'abord, dès le début, donc même s'il ne alors nous aurons des marchés, bien sûr, des marchés à notre programme, des visites de marché, mais sans avoir de visite de marché, rien qu'en se promenant dans les rues du centre-ville, on a, de très beaux paysages, colorés, on a aussi la possibilité de faire, de belles galeries, de portraits comme, cette jeune femme Néouar à droite ou ces nonnes au centre, ou, une dame en costume traditionnel à gauche. On voit des sadhus, beaucoup de sadhus, sont là, pour gagner un petit peu d'argent, c'est-à-dire qu'ils sont grimés de manière à attirer les photographes, et c'est l'occasion de leur demander, quelques pièces. Donc pas toujours de vrais sadhus, difficile de savoir, mais certains, ne demandent rien du tout et ce sont, de vrais sadhus comme, ceux-ci et beaucoup d'autres que l'on a, rencontrés. C'est aussi, je vous le disais, un monde de marché, donc de travail. Les marchés sont ouverts sur l'Inde en priorité, mais dans le cadre des nouvelles routes de la soie, la Chine s'est débrouillée pour percer un passage, dans la chaîne de l'Himalaya, et relier, son pays à l'Inde en passant par le Népal. Donc de plus en plus de produits chinois également. Un monde de travail, avec le travail des femmes aussi, comme vous le voyez ici. Et sur le plan, spirituel, sur le plan religieux, je voudrais rappeler que le pays est au carrefour de 2 religions majeures. L'hindouisme pour, au moins 85, des Népalais, et puis le bouddhisme, qui est un bouddhisme tibétain, le bouddhisme Vajrayana, le bouddhisme tantrique, c'est normal, il y a une frontière, commune. Et là, à Katmandou, on a à la fois, les plus grands, sanctuaires hindous, de, du Népal, comme par exemple ici, ce temple hindou de Pashupatinath, qui est dédié à Shiva et qui est, protégé par l'UNESCO, au bord de la rivière, Bagmati. Et là, on peut, voir 2 cérémonies. D'une part, une cérémonie de purification, comme vous le voyez ici. Si vous avez un deuil dans votre famille ou quelqu'un qui est malade,
vous pouvez, demander, payer quelqu'un, le monsieur en bas assis en rouge, et il y a en général quelqu'un à côté qui est là pour faire l'intermédiaire, pour vous aider, à faire les gestes qu'il faut dans le rituel. Vous pouvez faire cela, offrir, une cérémonie de purification comme ici. Alors on se sent un petit peu voyeur, mais les gens, sont habitués. C'est comme ça. Pour eux, il y a pas de voyeurisme dans le fait de se dénuder et de se mettre en position d'humilité pour participer à ce rite de, purification. Vous remarquez que la rivière Bagmati se trouve sur la photo de gauche, juste derrière les personnes en jaune, en contrebas, et de l'autre côté de cette rivière, c'est là que se font les crémations. Donc, vers nous, la cérémonie de purification, de l'autre côté de la rivière, le rituel de la crémation. Dans les 2 cas, et en particulier pour la crémation, on ne peut pas franchir la rivière. Nous sommes obligés, nous, spectateurs, de rester sur notre promontoire. On peut monter assez haut d'ailleurs, pour le voir. C'est pourquoi les photos, en général, qui sont prises de cet endroit sont toujours en plongée parce que nous les voyons, de dessus. Donc voilà un exemple là de crémation. Il y a plusieurs crémations les unes après les autres. Les gens attendent derrière ces arcades, ils attendent leur tour, et le bûcher se trouve, ici. Ce que les coulées jaunes que vous voyez sont les bougies qui sont là avec le corps qui est étendu sur, les bûches. Les gens font le tour et après, on met, le feu et voilà. Vous avez compris que cet, endroit, est un peu comme, celui de Bénarès en Inde, hein. Donc c'est, le haut lieu, de la mort, hindouiste, mais, côté népalais. Donc ça, c'est l'UNESCO aussi, hein, mais côté, hindou. Et puis, côté bouddhiste, eh bien, c'est le grand stupa de Boudhanath ou de Bodhnath, on peut prononcer, l'un ou l'autre, qui se trouve, à Katmandou. Là, il y a, simplement des rituels, de circumambulation. C'est un lieu où il y a leur voyage. Je vous d mets un plan. C'est une sorte d'octogone. On rentre ici, à partir le bus nous laisse ici, on rentre là. Il y a des maisons tout autour qui le circonscrivent et les gens sont invités à tourner autour de ce stupa un certain nombre de fois suivant, le rituel, que vous voyez là. Et c'est bien de le faire le soir, il y a beaucoup d'ambiance, il fait nuit, mais il y a beaucoup de lumière, les boutiques, sont, ouvertes. C'est l'occasion aussi de voir les différentes ethnies, comme vous voyez ici, des ethnies, d'ascendance, tibétaine, comme vous le voyez. Donc, un une cohabitation de sanctuaires hindous et bouddhistes, pour répondre aux 2 religions, majeures de ce pays. Alors ensuite, après Katmandou et Patan, nous nous rendons à Nagarkot. Il n'y a qu'une trentaine de kilomètres pour Nagarkot, mais il faut prévoir à peu près 1 heure et demie. Je vous répète que les distances sont très longues à faire et en chemin, on visite, le temple hindou de Shambhu Narayan, qui se trouve ici. Vous voyez, Shambhu Narayan, c'est sur le chemin, c'est à 22 kilomètres de Katmandou et ensuite il en reste quelques-uns pour aller à Nagarkot. Alors le temple de Shambhu Narayan, il est dédié à Vishnu, donc c'est un temple hindou protégé par l'UNESCO lui aussi. Et c'est un temple qui a beaucoup mieux supporté, le séisme de 2015, bien qu'il y ait eu quelques effondrements là encore. On y trouve il est dédié à Vishnu, donc on trouve forcément une statue du dieu Vishnu à 4 bras avec ses instruments et qui est, juché sur sa monture,
hein, qui est Garuda, la monture de Vishnu. Et tout à côté, à tout seigneur, tout honneur, le principal dieu de l'hindouisme, c'est Shiva. Donc il y a toujours des rappels, soit du dieu Shiva, soit de Shiva sous sa forme aniconique, qui est le linga, et le linga qui est dans la cuve que l'on appelle le yoni, et qui est nécessaire pour c'est un appareillage, si je puis dire, qui rappelle, la fertilisation de la terre et qui est nécessaire pour, les rites d'ondoiement et de fertilité, réguliers. Lorsque vous voyez ces marques, rouges un peu partout sur les pierres, ce sont les gens qui mettent, comme vous savez, comme en Inde, qui mettent des pigments colorés, sur les statues. C'est une manière de les honorer. Alors après Changun Rayan, on continue la route pour Nagarkot, mais pour Nagarkot, il n'y a rien à voir, si je puis dire. Il n'y a pas de monument. On y va pour assister à un spectacle et ce spectacle, on peut y assister depuis, le balcon de notre hôtel, Club Himalaya Resort, où nous passerons 2 nuits pour encore mieux en profiter. Ce spectacle, c'est celui-ci, c'est le panorama sur la chaîne himalayenne et par temps clair, on peut voir même jusqu'à l'Everest, hein, et on peut s'organiser au lever du soleil, pour voir ça. Vous voyez, en contrebas, ce sont les nuages, hein, que l'on voit dans la dépression, comme vous le voyez ici. Donc là, pour le lever du soleil, ici, pour le coucher du soleil, on ne s'en lasse pas. C'est aussi une pause dans notre voyage qui nous permet de faire, d'une part, une petite marche. Alors, mon dernier voyage en décembre, j'avais des gens hem, très, sportifs. Donc, certains demandaient à être déposés 5 kilomètres avant l'hôtel et finissaient, à pied. Mais sinon, quoi qu'il en soit, une fois arrivé à l'hôtel, le guide nous proposera une promenade dans la campagne, le long des rizières. Ce ne sont pas, ce sont des rizières en terrasse ici. Elles ne sont pas toutes en terrasse, mais c'est l'occasion puisqu'il y a un fort dénivelé. Elles sont beaucoup moins belles, bien sûr, que celles de Bali, par exemple, mais hem, ça dépend des saisons, hein. Là, on est en décembre, c'est pas forcément le meilleur, moment. Pas seulement aussi des rizières, mais aussi des champs de pommes de terre. Il y a de très bonnes pommes de terre cultivées, dans la vallée qui est le grenier, là, du Népal. C'est aussi, l'occasion de faire l'expérience des passerelles himalayennes, comme vous le voyez. Si vous regardez en bas, c'est vertigineux, mais si vous avez le vertige, vous n'êtes pas obligé de regarder non plus. C'est aussi l'occasion de profiter des installations de l'hôtel comme, la piscine intérieure, comme, le spa ou de participer à un cours de yoga. Le cours de yoga a eu beaucoup de succès l'année dernière, donc j'ai demandé que l'on puisse en avoir 2, ce qui justifie peut-être aussi, le fait qu'il y ait, 2 nuits, dans cet hôtel. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais je pense qu'il y aura 2 cours de yoga. Voilà, ça c'est, les arachides cultivés, dans la vallée. Alors là, donc on a fait Katmandou, Shangunarian, Nagarkot, vous voyez sur le côté de la vallée à droite et là on va prendre cette route rouge qui nous fait sortir nettement de la vallée pour arriver jusqu'à Panaoti. Panaoti, c'est en bas à droite de la carte. Et Panaoti, c'est une petite ville préservée hors des grands flux, touristiques, à la confluence de 2 rivières, confluence, sacrée de 2 rivières. Vous en avez une ici que vous devinez, l'autre elle est, de l'autre côté, donc c'est un site remarquable. Il y a pas tant d'eau que ça, au Népal et cette petite ville, est, très attachante parce que c'est le Népal
qu'on pense ne plus trouver, mais que l'on trouve encore. Et attachante par son atmosphère spirituelle, il y a de nombreux temples, on les regarde pas tous, mais je vous répète, on rentre pas à l'intérieur, de toute façon. Donc on tourne autour, on regarde les 4 façades, on essaye de deviner qui sont les dieux hindous qui sont, représentés, comme ici, pour ce temple le plus important, celui d'Indreshwar, qui est, aussi, comme Pashupati, une des épithètes du dieu, Shiva. C'est un des temples les plus anciens du pays, il date de la fin du XIIIe siècle. Voici ah bah, voilà les enfants des écoles qui étaient en visite, scolaire et heureux de nous saluer. Et puis un autre temple, qui n'en a pas l'air et qui effectivement, grâce à sa forme, est devenu, un petit musée. C'est le seul, musée en fait que nous visitons, dans, ce pays. Donc c'est à Panauti, toute petite ville, médiévale. C'était une ancienne étape caravanière entre le Tibet et la vallée, un point de passage, ce qui vous justifie cette route que je vous ai montrée, sur la carte. La ville est célèbre aussi pour ses nombreuses fêtes. Alors c'est une ville donc, où Shiva est très présent. Vous avez là une représentation, en, peinture murale, hein, de la représentation du dieu Shiva. Ici donc ce sont des sadhus qui, passent la journée, voici les fêtes. Il y a une grande quantité, de fêtes religieuses qui sont, très, suivies. Les gens de la ville et puis, de la petite ville et puis des environs, y viennent souvent, pour, se rendre à cette confluence entre les 2 rivières, qui est un lieu très attractif. Alors, ce sera l'occasion aussi pour nous de déjeuner chez l'habitant en petit groupe, bien sûr, un petit groupe de 3, 4, pas plus. C'est une association locale d'aide à l'émancipation, des femmes qui, propose aux femmes qui le souhaitent d'accueillir des visiteurs pour le déjeuner. C'est une manière pour elles de s'assurer un petit revenu. Alors, on participe plus ou moins à la confection du repas. Dans le groupe où j'étais, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a juste coupé, quelques tomates et quelques oignons. Ici, visiblement, dans ce groupe, ils ont mis, davantage, la main à la pâte. Bon et là, on déjeune. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié cette, expérience. Les gens du groupe, évidemment, et j'imagine aussi les femmes qui nous ont reçus. En général, ce sont les femmes de plusieurs, générations. Il y a la mère, et la grand-mère qui est là. Voilà, alors, voici donc, cette route qui correspond à une percée dans l'Himalaya depuis, le Tibet, où on arrive à Panauti et on reprend, après le déjeuner, l'autobus pour aller au monastère de Namo Buddha. C'est un comme son nom l'indique, alors c'est à 7000 pardon, 1750 mètres d'altitude. C'est un des 3 principaux sites de pèlerinage bouddhistes du Népal. Des sites de pèlerinage hindouistes, il y en a légion, mais bouddhistes, il y en a que 3 principaux. Il est situé dans un cadre tout à fait majestueux. Heu c'est un monastère pour, l'éducation des jeunes moines, un endroit, suspendu tout à fait à la mode tibétaine. D'ailleurs, c'est le bouddhisme tibétain que l'on enseigne ici, hein, le Vajrayana, et c'est l'occasion justement, un endroit idéal pour avoir un échange avec, l'un des moines du monastère, suivant rendez-vous. Nous avons eu la chance d'avoir un rendez-vous donc la photo est prise depuis l'endroit où nous étions assis. C'était vraiment une salle de classe. Nous étions assis sur, des bancs
hein, un peu petit d'ailleurs, pour nous et ce moine nous a, donné les principes, de ce bouddhisme et je lui ai posé quelques questions sur le tantrisme notamment. Il nous a donné aussi, des conseils de récitation de mantras, c'était très intéressant. Vous voyez derrière lui une armoire, une sorte de boustou-d'âne dans lequel il y a des, statues, bouddhistes. Les statues bouddhistes en général, elles sont protégées dans une armoire. Elles ne sont pas, à l'extérieur. Vous voyez qu'à côté de lui alors, il y a le moulin à prière, hein, vous l'avez vu, un grand moulin à prière et à côté, de l'autre côté, il y a ces étoles blanches que l'on va nous distribuer et que l'on gardera, pendant tout le temps, que nous visiterons, ce monastère. Voilà, le gong qui invite les jeunes gens, soit à la fin des cours, soit au repas, soit à la puja, c'est-à-dire à la cérémonie à laquelle, nous allons, assister. Voici ces jeunes gens, ça nous fait un peu peine. Ils n'ont pas l'air malheureux, du tout. Je les ai bien observés, hem, oui, ils ont l'air assez épanouis. Autrefois, c'était, le deuxième enfant des familles, le deuxième fils des familles de l'ethnie Tamang qui, mettait, ce fils, au monastère, bouddhiste, mais c'était autrefois. C'est traditionnel, je ne sais pas comment ça se passe, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, toutes les photos que j'ai prises, lors de la puja, c'est la messe, si vous voulez, bouddhiste, c'est la cérémonie, tibétaine. Vous remarquez que cette salle, elle est très grande, très monumentale, avec des peintures, hem, de caractère bouddhiste, naïve authentique, hein, si je puis dire. Une très belle salle. On n'a pas assisté à toute la puja, ça serait vraiment beaucoup trop long, mais on a marché là tout autour de la salle pour regarder, les jeunes gens, les enfants, les qui assistent à cette cérémonie, à grand renfort de gong, hein. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Mmh. Voilà, que dire encore? Alors, notre hôtel se trouve, non loin de là. Je crois qu'il appartient à une chaîne, thaïlandaise, hein, c'est l'hôtel Dusitani Himalaya Resort. C'est, un hôtel qui se trouve sur les hauteurs aussi, de une autre hauteur à côté du monastère de Namo Buddha. C'est un hôtel où il y a évidemment un spa, du yoga, de la méditation, des soins personnels donc pour, passer la nuit. Voilà et si vous regardez la carte, j'espère que tous vous avez vu où se trouvait le Namo Buddha. C'est en bas à droite de la carte, tout ce qu'il y a de plus bas et à droite. C'est le point le plus loin de Katmandou où nous irons. Il n'y a que 52 kilomètres jusqu'à Katmandou, mais il faut, 3 heures à peu près pour relier la capitale et avant de relier la capitale et bien, on va remonter vers Bhaktapur. Vous voyez où est Bhaktapur? C'est à l'est de la vallée, un peu plus au nord, ouest de Nambobouda et à Bhaktapur, donc nous arrivons le lendemain. Il faut 2 heures à peu près pour arriver, là, et c'est une ville qui est encore d'aspect, médiéval. Je vous rappelle, c'est, un peu plus de 80 000 habitants. On a, quand on arrive à Bhaktapur, on a une impression très immédiate d'immersion dans la vie, quotidienne, traditionnelle. Très intéressante partout, sur les portes, sur les linteaux, les étais, partout ce décor, hindouiste ou éventuellement, bouddhiste.
Heu, je vous ai dit que la vallée de Katmandou, c'était, le fief de l'ethnie Newar. Donc vous voyez ces femmes ici de cette ethnie Newar, en noir et en rouge, vont assister à un mariage. Donc elles nous y ont invités évidemment, nous n'y sommes pas allés, mais c'était extrêmement, joyeux. Cette capitale Bhaktapur, cette, 3e et dernière capitale royale, c'est un joyau d'architecture, c'est la mieux préservée, des 3, celle qui a le moins souffert, du tremblement de terre. Il y a là aussi une place de Darbar avec, le temple de Nyatapola, un palais aussi qu'on appelle le palais aux 55, fenêtres. C'est aussi l'occasion d'une pause, shopping. Il y en a pas tant que ça finalement au cours de notre voyage. C'est, l'occasion de ramener un peu de la destination dans nos valises pour son artisanat très vivant, notamment, la poterie, où, soit on va dans des échoppes de potiers, soit, ce sont des vendeurs, de poterie. En général, ce n'est pas ce qu'on rapporte parce que c'est un peu lourd. Il y a aussi, des sculpteurs, hein. Il y a le travail du bois, je vous l'ai dit, est magnifique et on peut, trouver des petits panneaux de bois, sculptés qui sont, vraiment, remarquables. Il y a des couteliers aussi, hein, on peut, trouver, les fameux couteaux népalais. Il y a des peintres de mandalas, les mandalas sont très chers, mais il y a, la possibilité, voilà, de voir des peintres, peindre des mandalas. Et puis, depuis cette, place de Darbar, nous rejoindrons à pied notre hôtel, l'hôtel Bagdaon, qui est situé simplement à 800 mètres de la place de Darbar, qui est décoré et construit en style néo-néwar, c'est-à-dire, vous l'avez compris, en briques et en bois. Ce sont les matériaux traditionnels, comme vous le savez, et pour les hôtels de Bhaktapur qui se respectent, ils essayent toujours d'introduire, ce côté heritage, hein, à l'intérieur de leurs, hôtels. Alors voilà, après Bhaktapur, c'est le retour sur, Katmandou. Si on n'a pas eu le temps, on va faire les dernières visites de monuments de la capitale. Et à Katmandou, dans le quartier ouest, souvent le premier jour, on n'a pas le temps de visiter le stupa de Swayambhu Nath, protégé par l'UNESCO lui aussi. C'est un lieu de rassemblement des bouddhistes évidemment, puisque c'est un stupa. C'est aussi le lieu de rassemblement des singes, hein, je vais vous en montrer, quelques-uns. Mais l'originalité de celui-ci, alors comme toujours, il est, sur un point de vue, élevé, avec une très belle vue sur, l'Himalaya et c'est son originalité, c'est d'être vénéré à la fois par les bouddhistes et par les hindous, hein. C'est un des plus anciens du Népal, lui aussi. Vous remarquez les moulins à prière, typiques du bouddhisme, hein, qu'on vend aussi, aux touristes. Et puis, les singes qui ont toujours, les points de vue, élevés, les plus intéressants et qui font ce que les singes ont l'habitude de faire ou bien alors, des choses un peu plus bizarres, comme par exemple s'occuper de la lumière, et et des sons. Voilà. Et lorsqu'on est à Katmandou, eh bien, on termine les visites et puis, on va être logé dans un autre hôtel. Ça ne sera pas l'hôtel Shambhala, ce sera l'hôtel Aloft. Ça, c'est une très bonne idée parce que c'est au cœur de la ville, moderne. On y passera 2 nuits. Il y a une piscine aussi avec un toit, avec une très belle vue, un spa également. C'est l'ultime occasion de faire les derniers achats
et de terminer quelques petites, visites avec une cérémonie Tikka. Vous savez, la cérémonie Tikka, c'est celle, qui consiste à ce que vous en sortiez avec un point rouge au milieu, du front. Alors en conclusion, vous dire, pourquoi ce voyage est unique? Eh bien d'abord par la diversité concentrée sur une petite région avec, l'alternance, de nature, de patrimoine, d'intimité aussi. En quelques jours, on traverse plusieurs mondes sans jamais faire de longs trajets. C'est un voyage unique aussi pour ses conférences et ateliers. Les conférences, donc je les fais dans les bus quand c'est nécessaire, pour des sujets mineurs et aussi, dans les hôtels. Alors dans les hôtels avec PowerPoint, donc avec, des photos. Les hôtels, m'ont toujours très bien accueilli avec cela, même avec un micro, pas forcément nécessaire. Je n'ai pas parlé de tous les ateliers, notamment à Katmandou, nous voyons un guérisseur hindou. C'est un grand moment. Si, ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé, d'y aller. Il nous reçoit individuellement. C'est extrêmement intéressant, de voir, ce guérisseur, sa manière de pratiquer. Je n'ai pas pris de photos, je n'y ai pas pensé. Heu, on assiste aussi à une session de chamanisme. Alors voilà, là j'ai pris, 2 quelques photos. Heu, cette séance de chamanisme se déroule en partie à l'extérieur, comme vous le voyez là, sous la tonnelle de la maison de ce chaman qui a un centre, où viennent étudier, des futurs chamans du monde entier. Voilà ce chaman, c'est le monsieur qui est debout avec les lunettes et le calot et qui fait, le signe, de bienvenue. Heu, ce chaman, il sera accompagné de sa tante qui est là et qui va participer très grand c'est lui qui va parler, mais quand on va rentrer dans la maison après pour la cérémonie chamanique, c'est elle qui, va, mener la danse, si je puis dire, avec lui qui est plus jeune, un chaman invité qui, va, manier, le tambour. Voici la deuxième photo. Alors ce sont 2 parties de la cérémonie. Ici, devant l'autel, alors, le maître chaman nous a indiqué qui étaient les divinités ici, mais, je rentre pas dans les détails. Donc ici, c'est le chaman invité qui a ceint un turban bleu, blanc, rouge, là, autour de la tête et qui joue, du tambour. Et puis, lui aussi, donc le responsable, le chaman, le directeur de ce centre, lui, il va jouer du tambour, mais il ne rentrera pas en transe et ceux qui vont accéder à la transe, c'est la tante et le chaman invité. Et la tante, elle va passer, auprès de nous, de l'un à l'autre pour, accomplir, le rituel. Voilà, donc ça c'est la session alors le guérisseur, la session de chaman, il y a on fera aussi une, 1 heure de bol chantant, hein, c'est très intéressant. On fera ça à Patane avec un spécialiste des bols. Je n'ai que des vidéos, donc je n'ai pas pu vous montrer de photos. J'ai pas retrouvé, des photos, je sais que j'en ai. Du yoga aussi, je vous en ai parlé, l'entretien avec un moine bouddhiste, bref, plusieurs, ateliers, qui, sont destinés à justifier le titre de ce voyage qui est un voyage, de bien-être, de détente. Alors à qui s'adresse, ce voyage? Bien d'abord, c'est un voyage culturel, hein. Je suis avant tout une conférencière, donc l'aspect culturel est, ce qui, prévaut évidemment. Les amateurs de photographie, vous avez compris que ce voyage était très photogénique.
Les curieux de spiritualité, bien sûr, mais pas forcément des «adhérents» entre guillemets. Quand je dis adhérents, je veux dire par là, de gens qui professent, des bouddhistes, des ou des hindouistes ou des gens qui sont tentés par, je les décourage tout de suite, d'ailleurs, mais des gens curieux, de tout cela. Ça peut être aussi des gens carrément mécréants, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est le respect par rapport à tout ça et puis s'il y a quelque chose qui ne convient pas et bien, c'est toujours possible de ne pas, assister. C'est aussi un voyage qui est pour destiné à ceux qui veulent un ailleurs accessible sans trop d'efforts physiques extrêmes. Il n'y a pas a priori de problème d'altitude, nous restons toujours, en principe en dessous de 2 000 mètres, même en dessous de 1 700 mètres à peu près. Il faut simplement ne pas avoir de problème cardiaque, ni de problème, respiratoire. Ça me paraît, évident, moins pour le fait d'arriver dans les hôtels qui sont toujours en général assez hauts, mais ce sont les bus qui nous y conduisent, que, pour, monter en haut, jusqu'au sommet des temples. Il y a quelques marches, ça, c'est sûr. Pour la nourriture, il y a pas de souci. Le c'est une cuisine qui est bonne, saine, un peu répétitive. Ici, c'est un très joli, restaurant à la manière Newa, c'est-à-dire, avec, un décor de briques, apparentes à l'intérieur. Une nourriture, qui ressemble beaucoup à la cuisine, indienne avec, du riz bien sûr à la base, de la viande bouillie avec une sauce, pas forcément une sauce curry, mais une sauce avec des lentilles, des haricots, surtout des lentilles bien sûr et une nourriture, assez adaptée pour végétariens aussi parce qu'on a alors, on est proche du Tibet alors, des raviolis aussi. Et puis, beaucoup de légumes, hein, en général, beaucoup de légumes, à la vapeur ou de légumes, bouillis, voilà. Donc je suis désolée, de terminer comme ça d'une manière un peu abrupte sur, sur une assiette de nourriture. Juste pour dire que, en conclusion, que ce voyage, ce n'est pas seulement, voir le Népal, c'est aussi entrer dans son rythme, dans sa diversité et d'en repartir avec, quelque chose qui est beaucoup plus difficile à décrire qu'à vivre. C'est vraiment une expérience unique que je vous propose de vivre et je suis certainement très en deçà des choses pour le décrire. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir écoutée.